Ok, donc bonjour tout le monde. On va commencer le deuxième chapitre de ce cours-là sur le système climatique, météorologie et système climatique. Dans ce chapitre-là, on va jeter un coup d'œil sur ce qui concerne les réseaux d'observation météo, parce que la météo, ça, on ne peut pas faire de la météo sans données d'observation. Donc, il y a tout un réseau à travers le monde pour recueillir des données. Donc, la prévision numérique va, pour faire de la prévision numérique, il faut des données. Il faut des données. Et dans un système, pour lancer le système, il faut connaître l'état initial et voir comment ce système-là va évoluer dans le temps. Donc, pour pouvoir faire cela, il est important de collecter des données diverses à travers le globe. Donc, pour pouvoir acquérir ces données-là, il y a des capteurs qui sont au sol. Les capteurs qui sont au sol, donc, ce sont des stations. Il y a des capteurs qui sont en mer. Il y a des capteurs sur satellite. Il y a des capteurs embarqués. Bonjour. Bon, on a commencé. Hein. Des capteurs embarqués sur les avions, etc., etc. Donc, c'était un ensemble de données, aussi bien. Pour avoir des données au sol, c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est ce qui se faisait dès les premiers moments de l'acquisition. C'était beaucoup plus facile de faire des acquisitions au sol. Quand il faut faire aussi des acquisitions en mer, parce que je vous ai dit que pour étudier la météo et pour étudier par la suite le climat, il faut savoir que l'océan, c'est 71% de la planète, donc il va falloir recueillir des données sur les océans et c'est sur des navires. Il y a des navires et puis il y a des plateformes aussi il y a des plateformes de bouées et autres là qui sont implantées en mer qui vont permettre de recueillir ces données-là. Donc, dans l'air, il y a des ballons. Il y a des ballons aussi pour pouvoir faire des sondages, etc., etc. C'est tout cet ensemble de données-là qu'il va falloir utiliser pour initialiser le système. Parce que on dit, pour faire la prévision du temps, il faut d'abord déterminer l'état initial de l'atmosphère avant de pouvoir calculer les états successifs, c'est-à-dire pour voir comment ce système-là va évoluer au fil du temps. Donc, pour cela aussi, il faut des calculateurs de grande puissance, robustes. La météo utilise des calculateurs assez puissants pour faire la prévision. Alors, en quoi consistent ces réseaux de données d'observation au sol? Les plus anciennes, ces observations météorologiques au sol sont les plus anciennes et les plus classiques parmi tout ce qu'on utilise pour faire le sondage dans l'atmosphère. Donc, ces données-là, au sol, on a la température, on mesure la température, on mesure la pression, on mesure le vent, on mesure les précipitations. Ça s'est fait assez facilement au sol. Il suffit d'avoir des thermomètres au sol, il suffit d'avoir des instruments, on verra des instruments pour mesurer la pression atmosphérique, des mesures de vent et mesures des précipitations. Ça, c'est le plus classique. Et ça, c'est rien par rapport à toutes les données qui sont requises pour pouvoir faire la prévision. Pour pouvoir faire la prévision, c'est donner des températures au sol, la pression, le vent et les précipitations. Hein, c'est une partie infime
des données qu'il faut pour pouvoir faire la prévision. Donc, il faut aller plus loin pour aller chercher d'autres données. Alors, donc, je disais tout à l'heure que les premières mesures réalisées concernent la température de l'air, la pression atmosphérique et puis les précipitations. C'est les équipements qui ont été utilisés depuis le début du siècle. Là, on continue aussi de les utiliser, mais en général, on essaie de les automatiser beaucoup plus et d'avoir des résolutions beaucoup plus fines. Il y a plusieurs siècles, ces instruments restent encore utilisés. Il y a un certain nombre qui ont été abandonnés, hein, on continue, ils sont toujours utiles. Alors, là, on va parler des notions de réseau et d'échelle. Parce que l'état de l'atmosphère, ce qu'il faut savoir, c'est que il varie dans l'espace, il varie dans le temps. L'état de l'atmosphère, il varie dans ce que l'état de l'atmosphère que vous avez le matin ici, à 9 h, ça veut dire qu'il va évoluer jusqu'à midi. Donc, il y a une évolution temporelle, mais aussi l'état de l'atmosphère ici, c'est pas celui que vous avez à Korogo en ce moment ou à Niamey. Il y a une variation, donc, sur le plan temporel et sur le plan spatial. Donc, on va distinguer différents types d'échelles. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'échelle synoptique, qui va permettre de décrire des phénomènes à grande échelle, c'est-à-dire des zones sur plusieurs centaines de kilomètres, à grande échelle, sur des périodes de temps qui, ces périodes de temps vont de plusieurs heures, sinon plusieurs jours. Donc, c'est vraiment la grande échelle, l'échelle synoptique. Ensuite, vous avez la méso-échelle. La méso-échelle, ça va de quelques kilomètres aux dizaines de kilomètres sur de l'ordre de quelques heures. Et vous avez la micro-échelle. La micro-échelle, c'est l'échelle de centaines de mètres, hein, donc des dimensions spatiales assez réduites. Et le temps, c'est quelques minutes. Mais bon, en général, ces micro-échelles-là, c'est ce qui est répandu pour pouvoir faire la météo, c'est l'échelle synoptique et puis la méso-échelle. Bon, néanmoins, ça existe, hein, des données qui sont acquises à l'échelle micro. Bon, ces mesures synoptiques proviennent il y a des réseaux nationaux et des réseaux internationaux. Et les services météorologiques échangent des données. Vous avez ici le service météo qui est à l'aéroport qui est à Abidjan, va échanger des données avec celle de Niamey ou des choses comme ça. C'est tout un réseau. Donc, il y a des réseaux nationaux et puis des réseaux internationaux. Par contre, pour la méso-échelle, ce sont des réseaux régionaux, départementaux ou bien vraiment à l'échelle en local. Par contre, tout ce qui est micro-échelle, je vous ai dit, c'est quelques mètres. Donc, ça, c'est quelques petites stations, quelques petites stations qui existent par-ci, par-là, à travers une localité, à travers un département, à travers une ville, etc. Quelle est la finalité de tous ces différents réseaux? Quelle est la finalité? C'est de pouvoir connaître à un instant T donné l'état de l'atmosphère. C'est donné connaître l'état de l'atmosphère. Parce que quand on fait les prévisions, voir surtout quand on regarde les prévisions météo à la télé, on vous donne ce qui se passe en Asie,
ce qui se passe en Europe, en Amérique, en Afrique, etc. Bon, chez nous, à la TI, on nous montre vraiment l'état de la météo. Par exemple, météo, c'est normal d'ailleurs. La météo nationale, ce qui va se passer sur l'étendue du territoire, et sur d'autres chaînes de télévision. On vous montre tout ce qui se passe, la situation météorologique à l'échelle mondiale. Alors, quand on veut faire des mesures à cette échelle synoptique, il faut avoir des instruments qui sont... Oui, bonjour. Il faut avoir des instruments qui sont normés, c'est-à-dire que c'est un grand réseau, on va se partager les données. Il faut que ces instruments-là, on dispose des mêmes instruments. Parce que si on échange des données qui ne sont pas, normalisées, vous voyez que, et puis surtout si les équipements sont différents. Si les équipements sont différents, il va y avoir quelques petits soucis quant à l'interprétation, à l'utilisation de ces données-là. Donc, ce qui est bien, nous, on a par exemple un petit réseau de mesure des températures de surface de la mer qui va de Lagos jusqu'à... On a une station à Lagos, on a une station à Cotonou, on en a une à Lomé, à Takoradi, et puis pour la Côte d'Ivoire, c'était à Sassandra, mais on a même bien mis ça à San Pedro. C'est les mêmes instruments de mesure. C'est-à-dire que si on achète un thermomètre, un capteur, tel qu'Arzi, c'est le même type de capteur qu'on utilise pour faire la mesure sur toutes les stations de long de la côte. Donc, ça, c'est important que ce soit des équipements qui sont près du même fabricant. Et puis, il faut pouvoir aussi les calibrer. Il faut pouvoir visiter pour voir s'ils ne sont pas défectueux. Pourquoi est-ce que maintenant, avant, en général, ces mesures-là, il y avait beaucoup de données qui étaient maniées, par exemple, pour la température, mesurer la température. Vous avez un thermomètre pour pouvoir, avec le mercure, pour apprécier la température, etc., etc. Donc, raconter une anecdote là. On a, depuis très longtemps, depuis les années, peut-être les années 75, par là, je pense. Hein. Bon, moi, j'ai pris ça en cours dans les années 80, 95, par là, ces réseaux-là. Alors, l'IRD, Institut de recherche pour le développement, vous connaissez? C'était l'Oxfam avant. Il disposait d'un certain nombre de capteurs le long de la côte africaine, allant même de Libreville jusqu'à Dakar. Bon, mais ce que je vous raconte, c'est pour la Côte d'Ivoire. On avait une station à Assini, une station à Abidjan, Fresco, Grand Laou, Sassandra, San Pedro, et puis Tabou. Donc, chaque jour, on appelait ça des mesures pieds dans l'eau. C'est-à-dire, chaque jour, on a un opérateur qui a un seau, il plonge pour aller loin parce que c'est noir. Prend un seau d'eau, il mesure la température, il fait ça 2 à 3 fois et il note dans un cahier. Chaque matin à 7 heures. En général, ce sont les gens qui travaillent au port, là, les techniciens, là, ou bien les vigiles et autres, là, ce sont ceux-là qu'on utilise pour pouvoir faire ces mesures. Et puis, bon, à la fin du mois, on leur donne un petit truc. Voilà. Et donc, après, on passe pour pouvoir, mais on ne les avertit pas, hein. On fait le tour des stations des mesures. Alors, on est arrivé à la station d'Assini. Le
L'opérateur, il n'était pas là. Parce qu'on a trouvé son épouse. Elle nous a sorti le cahier. Mais il avait déjà rempli les données pendant sur une semaine. On n'était même pas encore, on était, je ne sais pas si c'est au 25 janvier, lui, il était au 30 janvier déjà. Il avait rempli, parce que comme il est absent, il a rempli le cahier. C'est-à-dire, il a regardé, il est intelligent. Hein. Avant de partir, peut-être là-dessus, la dernière mesure, c'était 26 degrés 5. Après, il a mis 26,6, 26,7, 26,4. Donc, ainsi de suite. Il a rempli, et puis il est parti. Donc, on dit, mais comment ça se fait que on n'est même pas encore à la fin du mois, là, que le cahier est rempli jusqu'à chose comme ça. Elle dit, ah, ça, c'est son mari hein, qui gère ça. Ça, vous voyez. Donc, quand on a des données qui proviennent, voilà. Ça, c'est une des sources d'erreur. Deuxième source d'erreur, c'est le fait que les thermomètres, c'est la lecture. Et puis, au fil du temps, il peut avoir aussi comment on appelle ça? Ça peut se dérégler. C'est-à-dire que vous avez le terrain qui a pris un coup, et puis soit il sous-estime ou bien surestime, etc., etc. Donc, quand vous cherchez, qu'est-ce qu'on cherchait en fait à comprendre? Le long de la côte ivoirienne et la côte ghanéenne, on a un phénomène qu'on appelle un upwelling, qu'on observe à partir de la mi-juillet, pas de la mi-juillet, oui, fin juin, début juillet, jusqu'en octobre, fin septembre. C'est des remontées d'eau froide. Donc, en faisant ces mesures-là, on voulait suivre le début, la fin de l'upwelling et aussi l'intensité de l'upwelling. Alors, est-ce que ça s'est refroidi d'abord à Simi avant Tabou ou avant Abidjan pour voir un peu si c'est la propagation d'une onde, si la propagation du phénomène va de l'est à l'ouest, etc., etc., ou bien si c'est au même moment qu'on aperçoit ce phénomène. Donc, c'est des mesures très, très importantes. Mais avec ce type de mesures-là, vous voyez qu'on ne peut jamais appréhender le phénomène. Donc, c'est ça qui nous a amené à concevoir un projet qui nous a permis d'acquérir des thermomètres automatiques. Des thermomètres automatiques, c'est-à-dire qui font des mesures toutes les 5 minutes avec incorporant une petite mémoire. Et chaque 3 mois, on va relever les instruments, on télécharge les données. Et là, depuis qu'on fait ça, on observe plus clairement. Donc, le fait d'avoir d'abord des instruments ce sont les mêmes types d'instruments qu'on a installés, de faire des visites pour savoir si ces appareils-là ne dérivent pas, on change aussi, etc., etc. Ça permet d'avoir un certain nombre de données assez fiables. Donc, les mesures sont réalisées dans le cadre du réseau synoptique, puisque c'est à l'échelle nationale ou internationale. On utilise des instruments qui ont des caractéristiques normalisées. Et puis, bon, il y a l'OMM, l'Organisation mondiale de la météorologie, qui veille aussi à cela, parce que ce sont des données qui partent sur le réseau de l'Organisation mondiale de la météorologie. Donc, on a des instruments qui sont bien suivis, etc., etc. Oui. Maintenant, c'est la SODESAM. Oui. Oui. Les données, c'est la SODESAM. C'est la SODESAM. Oui.
C'est la seule examen, effectivement. Alors, les mesures synoptiques sont effectuées toutes les heures par l'ensemble des stations du globe. Il faut avoir aussi l'impact des mesures qui soient les mêmes pour toutes ces stations-là. Donc, ces mesures-là, ça concerne la pression atmosphérique. Vous avez la température, l'humidité, la force et la direction du vent à 10 mètres au-dessus du sol, et puis les précipitations. Bon, en général, tous ces paramètres-là maintenant sont acquis par des stations automatiques. On dit que depuis 2017, Météo France a arrêté l'acquisition de données à l'échelle synoptique, à l'échelle humaine. C'est-à-dire, on n'utilise plus d'observation humaine. Voilà. Ici, vous avez, sur cette figure-là, vous avez la densité du réseau d'observation en surface à 6 heures. Ça, c'est quelle année, ça? 2017. Vous voyez que c'est très, très dense, très, très dense ces réseaux-là. Je n'ai pas le code, même les couleurs, je sais pas. Non, c'est là, mais on n'arrive pas à bien les lire. Il y a des données bateaux, plus dessus, tout à fait au-dessus là. Total number of observation, 103 190. Et il y a les codes là, mais on n'arrive pas à bien les lire. Donc, vous voyez que c'est très, très dense sur l'Asie, sur l'Europe, en Amérique, etc. Pourquoi est-ce que c'est aussi dense dans ces régions-là? Quand vous regardez un peu en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on est réseau, oui. C'est dense parce que les pays occidentaux ne peuvent pas passer les stations. Oui, mais pourquoi est-ce que il y a assez de stations? Les stations oui. À l'Afrique, c'est le pays où ça ne pas assez de stations. Oui, parce que aussi, là-bas, chez nous, ici, là, est-ce qu'on a besoin vraiment de faire la prévision météo tout le temps? Quand vous avez le temps de janvier jusqu'à mars, là, quel temps? Est-ce qu'il y a des changements véritables peut-être pour la navigation aérienne, etc., etc. Mais bon, ça ne varie pas beaucoup. Mais par contre, dans ces zones-là, voilà, les perturbations sont très, très importantes. Vous voyez? Donc, alors, c'est une erreur d'avoir... Un jour, j'étais à une conférence et puis il y avait un monsieur là de France 3, il me posait des questions, il dit, mais ça concerne le niveau de la mer. Il a dit, bon, avec le réchauffement qu'on observe, avec l'élévation du niveau de la mer, vous pensez que l'Afrique, qui n'a pas de système d'observation, qui a très peu de système d'observation, et qui, les conséquences de ce phénomène-là, comment vous allez appréhender ça? Parce que vous ne serez pas capable de pouvoir faire des mesures. Il a dit, mais il perd son temps en posant cette question-là parce que c'est un phénomène global. Alors, il arrive maintenant que on se rend compte que pour étudier pas mal de phénomènes, il est important d'avoir des données dans l'Atlantique, c'est-à-dire du côté Atlantique Est, ou dans toute cette zone-là autour de l'Afrique. Il n'y a pas de données. Quand vous regardez dans le golfe de Guinée, là, quelles sont les données qui sont là-bas? Il y en a très peu. En mer, il y en a très peu. Or, c'est donc dans les modèles qui sont conçus, il y a nécessité d'avoir
pas mal de données de ces zones-là, parce que souvent, on se rend compte que les perturbations prennent naissance à un certain nombre d'endroits. On n'a pas les données là-bas. Comme les nationaux n'ont pas les moyens qu'il faut pour pouvoir faire des mesures, donc eux-mêmes maintenant, ils sont amenés à venir faire des mesures dans ces zones. Sinon, si ça n'interférait pas avec l'enchaîne, ils ne feraient aucune mesure. Hein. Mais ils se rendent compte de plus en plus que il est important d'acquérir les données dans ces zones. Et donc, il y a des projets. Il y a des projets qui sont mis en place. Bonjour. Tu as vu, non? Bon. Oui. Donc, il y a pas mal de projets qui se développent pour pouvoir faire des acquisitions de données. Mais malheureusement, je vous ai dit lors du premier cours que pour déterminer, pour étudier le climat, il faut une série de données sur un temps assez long. Mais ces projets-là, en général, c'est 5 ans, fait des mesures pendant 5 ans, et puis, donc il y a une limite dans le temps et une limite dans l'espace aussi, c'est circonscrit. Il faut des plateformes d'observation permanentes. Les plateformes d'observation permanentes. Bon, ici, par exemple, vous avez la bouée Atlas. Une bouée Atlas, ça c'est lors d'une campagne océanographique 99 qu'on a effectuée entre le Brésil et la Côte d'Ivoire. On a visité ces stations-là. C'est une station, c'est une bouée. Et sur cette bouée-là, il y a des capteurs de température qui vont de la sous-surface jusqu'à 500 mètres de profondeur. Donc, il y a des capteurs de température le long d'un câble et on mesure les températures, le profil des températures jusqu'à 500 mètres. Ensuite, il y a des instruments pour mesurer le vent, pour mesurer aussi la pluie, la quantité de pluie, etc., etc., etc. Ça, c'est les qu'on appelle la bouée Atlas. Et ça, on en a ces stations, on a quelques-unes dans le gouvernement, mais c'est un projet qui s'appelle Pirata. Un projet qui s'appelle Pirata, qui a installé ces bouées-là. C'est la partie, notre zone-là, c'est la France qui gère ça. Parce qu'il y a une partie côté Brésil, côté États-Unis et tout. Donc, c'est la France, le Brésil et les États-Unis qui sont, et puis l'Allemagne aussi, je crois, dans le projet Pirata. Et là, c'est lors des campagnes océanographiques, on passe sur ces stations-là et puis change quelques instruments qui sont en panne. Chaque année même, d'ailleurs, il y a une campagne Pirata pour visiter les stations et remplacer les instruments. Et les données sont retransmises par satellite. Et ça permet d'avoir quelques données. Mais bon, ça, c'est la bouée qui est à 0 degré, c'est-à-dire qui est sur l'équateur, et à l'équateur, et puis à 0 degré de longitude. C'est une bouée qui est vandalisée tout le temps. Vandalisée tout le temps parce que, vous voyez, il y a la pêche au thon, ça se déroule dans cette zone. Donc, tous les grands navires, les grands thoniers, là, ils sont dans la zone. Et puis, c'est même pas les thoniers, bon, ce sont les thoniers. Et puis, les poissons aussi, quand ils voient des trucs comme ça plonger je ne sais pas si c'est la curiosité de la créature, mais ils tournent autour. Et donc, ils pêchent jusqu'à, ils enlèvent, ils détruisent la bouée. Il y a des bouées, après, à un moment donné, ça ne répond plus. On se rend compte que ça a été... c'est les pêcheurs. Hein. Alors, il y a des instruments aussi. Bon, ça, c'est dans le cadre, c'est sur le bateau.
un instrument qu'on plonge jusqu'au fond des océans pour pouvoir, pour prendre des échantillons d'eau des mers qu'on analyse par la suite. Voilà, le courant jusqu'au fond, analyser les températures, pour analyser la salinité, pas mal de paramètres sont mesurés. Bon, donc ça c'était ce navire-là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la détermination de l'état initial de l'atmosphère impose de pouvoir effectuer un grand nombre de mesures physiques. C'est-à-dire, si vous voulez connaître l'état initial de l'atmosphère, vous êtes amené à faire des mesures, beaucoup de mesures. Et après, grâce au modèle, voir comment ces valeurs-là vont évoluer dans le temps, qui vont alors permettre de pouvoir faire les prévisions. Donc, la détermination de l'état initial de l'atmosphère requiert des mesures depuis le sol et un grand nombre de valeurs physiques, donc notamment la température, l'humidité, la vitesse du vent, etc., etc., et de caractériser des données plus qualitatives comme la visibilité et l'importance des masses nuageuses, etc. On dit que les stations de mesure au sol forment un réseau dense à diverses échelles, de plus en plus automatisé. La plupart de ces stations-là sont des stations automatiques. Alors, ce qui est important, il ne suffit pas d'implanter des instruments dessus. Et chez nous en Afrique, c'est notre gros souci, c'est comment faire la maintenance de ces équipements-là. Comment faire? Sinon, vous dérivez complètement. Vous dérivez complètement. Parce que si vous ne faites pas, vous n'assurez pas l'entretien de ces stations, vous allez avoir des données erronées. Et si vous avez des données erronées, vous allez avoir une prévision qui est erronée aussi. D'où la nécessité, véritablement, de pouvoir avoir, si on fait la maintenance, l'entretien de ces stations, on va pouvoir avoir des prévisions de plus en plus précises. Alors, après, je vais vous montrer une carte là. On avait, dans le cas vous savez, il y a eu le tsunami de 2004 en Asie. Ce n'est pas seulement qui ont su ça, hein, ils sont trop jeunes aussi de savoir. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, c'était le 26 décembre 2004, c'était quelque chose de terrible. Je pense qu'il y a eu 300 000 morts, ce tsunami-là. Alors, les gens se sont posé la question de savoir est-ce que m'a demandé, moi, si on a pu mesurer cela, parce que ça contournait l'Afrique par l'Afrique du Sud, les ondes, hein, par l'Afrique du Sud, et il y a un instrument de mesure de marégraphique qui était à Takoradi, qui a mesuré le signal du tsunami. Vous voyez? Et donc, quand on s'est rendu compte qu'en Afrique, on n'a pas pu faire des mesures correctes, alors on a mis en place un projet qui a consisté, ce projet a consisté à installer un certain nombre de marégraphes le long des côtes africaines. Parce que, vous voyez, quand on parle d'élévation du niveau de la mer, c'est tout le monde qui est concerné. Ce n'est pas seulement ceux qui sont... c'est vrai qu'il y aura des pays beaucoup plus impactés que d'autres.
Ce sont les pays côtiers d'ailleurs, seront plus impactés que d'autres. Mais il faut mesurer, il faut étudier ce phénomène-là à l'échelle globale. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir mesurer l'élévation du niveau de la mer à l'échelle globale. Donc, ça fait que dans le cadre de ce projet-là, on a installé un certain nombre de marégraphes, notamment à Takoradi, à Dakar, à Alexandrie, à Limé au Cameroun, à Pointe-Noire. En Afrique de l'Est, eux, ils avaient déjà pas mal de... Donc, si aujourd'hui on regarde, on fait le point, vous allez voir qu'en Afrique de l'Ouest, il n'y a qu'une seule station qui marche, celle de Takoradi. Pourquoi? Parce que les autres, ils n'ont pas... la maintenance incombe aux États qui ont reçu les stations. Mais aucune des stations n'a été entretenue, n'a été maintenue. Et toutes ces stations sont tombées en panne 2 ans après. Ça fait que on a une seule station qui marche actuellement, qui fournit des données temps réel, c'est celle de Takoradi. Bon, en Côte d'Ivoire, on n'a pas pu installer des stations parce que pendant la période où je m'occupais de ça, il y avait une crise ici et les Nations Unies avaient mis un embargo sur nous. On ne pouvait pas, puisque c'était l'UNESCO qui avait, la COI et l'UNESCO qui coordonnaient ces projets-là. Donc, c'est les Nations Unies. Donc, en 2004, en 2010, là, il n'y avait pas possibilité de pouvoir faire. Donc, on n'a pas pu installer les stations ici, à Abidjan. Bien que c'était moi le coordinateur. Donc, bon, bref, le problème de maintenance, c'est réel au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire, quand on a des instruments, des mesures, il faut pouvoir, pour avoir des données de qualité, il faut faire la maintenance. Il faut vérifier s'il n'y a pas de dérives. Il y a une station de mesure à San Pedro, station marégraphique. Ça tombe en panne tous les 3 mois, quelque chose comme ça. J'ai mis un étudiant là-dessus pour pouvoir pour aller récupérer ces données-là et tout ça. Mais quand vous regardez ces données, vous ne pouvez rien faire avec. Parce que ça tombe en panne, on repart, ce n'est pas calibré, ça continue de faire des mesures. Et quand vous reprenez toutes ces données-là, vous regardez la lue que ça, vous ne savez pas quelle conclusion vous pouvez tirer. Alors, peut-être qu'un jour, peut-être que le prochain coup, je vais vous montrer au Ghana, il y a la station de mesure, c'est depuis 1940. Et les données sont régulières et les données sont bien faites. Et puis, à un moment donné, clac, c'est-à-dire qu'on voyait depuis 1940 une évolution, une remontée du niveau de la mer, et puis un coup, on voit une descente. Et puis après, quand on a installé les nouveaux équipements, on s'est rendu compte que ça suivait la tendance qu'on a observée de 1940 jusqu'à dans les années 80. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une crise au Ghana dans ces années 80-là. Il y a eu la crise au Ghana, crise politique et machin, des coups d'État, etc., etc. Et pendant cette période-là, les gens ne se sont pas occupés de la station. Ils ne se sont pas occupés de la station. Et donc, si tu ne sais pas ce qui s'est passé, alors tu vas dire, ah oui, mais il y a eu une baisse du niveau de la mer, cela, etc. Ah oui, ils ne se sont pas occupés de la station. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de maintenance. Et puis après, les nouvelles données qu'on a montrent effectivement que ça suit la même tendance que celle qu'on avait. Et c'est de l'ordre de 3,5 mm par an. C'est du même ordre que ce qu'on observe ici. C'est du même ordre. Bon, ici, le seul livre qu'on a, c'est que nos stations sont en lagune. Canal de Vridi, etc., etc. Et là-bas, ces données-là, ils ne sont pas
il y a une jeune fille là qui fait, fait sa thèse là-dessus. Elle a fait sa thèse là-dessus, mais bon, les données ne sont pas terribles. Bon, on va maintenant regarder les systèmes d'observation météo, les données météo. Ce sont les données météo dont on a besoin. Alors, donc ces systèmes-là, ces systèmes composés d'instruments de mesure depuis les années 1920-28 là-bas, et qui ont permis petit à petit de pouvoir faire des mesures, des paramètres qui vont entrer en ligne de compte dans les prévisions météorologiques. Mais tout ça, ça se faisait à la main, hein, il n'y avait pas de station automatique. Alors, au fil du temps, il a été conçu un réseau de mesures météorologiques à l'échelle du globe et qui a permis d'assurer l'acquisition de ces données-là pour faire des prévisions assez correctes. Et tout ça, c'est tous ces pays qui font ce genre de mesures-là sont intégrés dans l'OMM, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la météorologie. Donc, chez nous ici, c'est la Sodexam qui gère toutes les données qui sont récoltées ici, aussi bien les stations au sol que les données des radiosondages, tout ça. C'est la Sodexam qui gère ça. Vous avez des stations, des pluviomètres, etc., des mesures de température qui sont sur toute la Côte d'Ivoire en général, où il y a les aéroports aussi. Ces données-là sont gérées par la Sodexam. Bon, ces données-là ne sont pas gratuites. Hein. C'est-à-dire pour avoir accès à ces données-là, ceux qui sont extérieurs payent. Ou bien quand il y a une convention, on peut avoir accès à ces données. Alors, la plupart de ces données, les données au sol, en réalité, ils ne représentent que 90% du volume des données. C'est 10% seulement. C'est-à-dire que les données dont on a besoin pour faire les prévisions, c'est-à-dire les données, quand on prend les données au sol, en général, elles ne représentent que 10%. Maintenant, ce qui va être de plus en plus important, ce sont les données fournies par les satellites. Donc, 90% des données sont désormais fournies par satellites. Oui. C'est vrai, oui, tu sais, c'est la même chose. Je réponds tout de suite. Je réponds tout de suite à... C'est oui et c'est non. C'est oui et c'est non. Parce que quand vous voulez faire des mesures en mer, vous voulez faire des mesures en mer, il y a combien de stations qu'on peut mettre en mer? Très peu. Très peu. Donc, on ne peut que se contenter des mesures satellitaires. Quand vous voyez la précision, par exemple, la précision des... vous voyez, les données des stations, les données du satellite Météosat, l'ancienne génération du satellite Météosat, c'était 5 km. 5 km. Mais ces données-là permettaient de pouvoir observer toute la dynamique au niveau de l'atmosphère. Mais au moment où on a lancé les satellites Météosat, l'ancienne génération, là, on ne pouvait pas avoir mieux que ça. Hein. Ça a permis, c'est-à-dire que les progrès qui sont réalisés actuellement, c'est-à-dire ce qu'on a actuellement, il faut se dire qu'on a fait des progrès. Mais il y a encore des progrès à faire. Mais pour l'instant, je pense que les résultats qu'ils ont
qu'on obtient avec ces données satellites sont satisfaisantes. Par rapport à ce qu'on avait. Parce que les données au sol, c'est plus cher. Et puis, il y en a très peu. Alors que le satellite, il couvre grand espace en un instant des données. Vous voyez, vous avez, par exemple, on fait les estimations des prix par satellite, etc., etc., etc. C'est vrai que c'est un peu biaisé. Un peu biaisé. Satellite n'est pas ça. Oui, mais bon, il ne faut pas chercher, faut pas couper des cheveux en quatre. Hein? Pas de couper de cheveux en quatre. Il y a des phénomènes qu'on va observer à l'échelle globale. Il y a aussi la précision. On n'a pas besoin d'avoir, si on dit qu'il va pleuvoir à 8 heures, qu'il pleut à 10 heures, bon, c'est pas bien grave. Bon. Mais, vous voyez, ça, c'est déjà une avancée. Mais sachez que le progrès, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que les téléphones qu'on a aujourd'hui en ce moment-là, c'est rien par rapport à ce que les gens vont voir dans 10 ans. Les premiers téléphones portables faisaient 5 kilos. Oui. 5 kilos. J'aimerais bien vous voir avec ça. Vous allez voir que vos enfants, ils vont vous dire, mais c'était ridicule ce que vous aviez là. Vous voyez, on ne pensait pas pouvoir avoir les images. Quand, au début, quand on a commencé à avoir les premiers téléphones portables, on ne pensait pas qu'on pouvait avoir les images de son correspondant, etc., de la personne qu'on appelle, etc. Mais maintenant, on peut appeler via les réseaux WhatsApp, on peut appeler partout, échanger, etc., à moins de coûts. Mais au début, c'était très, très cher, etc. Donc, le progrès ne va pas s'arrêter. Et je pense même que ce qu'on a fait actuellement là, c'est ce qu'on a à l'école maternelle. C'est-à-dire que la technologie, du point de vue technologique, le niveau auquel on se trouve actuellement, c'est au niveau maternel. Quand, dans les années futures, vous allez voir, vous êtes encore jeune, vous allez voir que, mais tiens, il y a 15 ans, il y a 20 ans cela, mais c'était... Et c'est dans tous les niveaux, hein. Quand vous observez les ordinateurs, moi je m'appelle acheter mon ordinateur quand j'étais étudiant. Le disque dur, il avait combien? Je ne sais pas si c'est 100, mais 100 gigas, est-ce que c'est 100 gigas? Oui, maintenant c'est des terras, etc., etc. Moi je suis content d'avoir une machine comme ça. Ils sont allés sur la Lune avec quel type d'ordinateur? Les ordinateurs, dans les années 69, étaient embarqués sur les premières fusées qui sont dans l'espace. C'est quoi? Oui, les progrès sont... L'homme a fait des grands progrès sur le plan technologique, mais moi, je pense que on est encore peut-être à 10% ou à 5% de ce que va se faire. Ce qui va se faire avec de nouvelles... OK. Les données donc, on dit par exemple, Météo France utilise 20 millions de données par jour pour pouvoir faire la prévision sur l'ensemble du globe. Donc, certes, il faut dire que les données se complètent. Les données se complètent. Par exemple, quand vous voulez observer le niveau de la mer, il y a les satellites altimétriques. Parce qu'on me dit, mais pourquoi est-ce que on observe, pourquoi encore il est nécessaire d'implanter des marégraphes alors qu'il y a des satellites altimétriques qui peuvent faire des mesures pour observer le niveau de la mer. Mais on se rend compte qu'il y a des biais très importants lorsque on utilise des données satellites le long de la côte. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de pouvoir restituer le niveau de la mer lorsqu'on a la côte. Il faut nécessairement des données marégraphiques. L'inconvénient des données marégraphiques, c'est que c'est ponctuel. C'est-à-dire ce que vous faites avec un marégraphe ou bien un thermomètre, ce que vous mesurez, c'est ponctuel. Alors que le satellite,
il couvre grand espace. Si vous allez dans tout le bassin océanique, vous faites des mesures instantanées avec les satellites. Ce que vous ne pouvez pas faire avec en observation directe, c'est-à-dire sur les bateaux. Si vous avez une campagne en mer, ça va durer combien? 30 jours, 45 jours, 2 mois, mais après vous revenez. Et il faut avoir des observations permanentes toute l'année et chaque jour. Et ça, le satellite est capable de le faire plusieurs fois par jour. Vous voyez? Donc, c'est une avancée qui n'est pas négligeable. Alors, les instruments de mesure, il y a des paramètres, on en a besoin, mais il y a des instruments que si les météos n'ont pas ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas de prévision sans observation. Ça, c'est clair, il n'y a pas de prévision sans observation. Bon, actuellement, il y a beaucoup de gens qui font de la modélisation, etc., etc. Il faut avoir des données. Il faut avoir des données. C'est-à-dire même que, comme tout à l'heure, je vous disais, il y a des trous en Afrique. C'est-à-dire des zones où on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir faire tourner les modèles. Faire tourner les modèles. Donc, il y a des projets, des mesures qui sont faites pour combler ça, pour avoir quelques données, pour pouvoir faire tourner. Parce qu'un modèle ne tourne pas tout seul. Il faut rentrer des données d'observation. Alors, le premier instrument qui est important, c'est de mesurer la température. Mesure la température. Se mesure la température là. Actuellement, il y a des stations météo pour mesurer la température de l'air, etc., etc. Bon, ici, bon, nous, on prend fait des mesures avec l'unité, c'est le Celsius. Côté là-bas, c'est le Fahrenheit qui s'utilise. Donc, mesure de température, c'est important. Il y a aussi un élément important, c'est l'humidité de l'air. C'est l'humidité. Hein? Qu'est-ce qui est tombé dans l'œil? Il y a l'humidité de l'air qui est un appareil qui est important pour pouvoir, qui rentre en ligne de compte dans les prévisions météo, c'est l'humidité. L'humidité de l'air, il y a l'humidité absolue, l'humidité relative. Donc, c'est un élément très important. Donc, avec l'hygromètre, on mesure cela. Il y a aussi la mesure de la pression atmosphérique. Alors, vous, ce que j'ai recommandé, vous évaluez, ce sera des exposés. Ce sera des exposés. Donc, notamment, l'un des sujets, ça sera sur le vent, l'origine du vent, etc., etc. Donc, je ne vais pas trop en parler. Vous allez faire le vent et quel phénomène qui alimente le vent, quel est le moteur du vent, etc., etc. C'est-à-dire, le vent, c'est un déplacement de masse d'air, masse d'air de haute pression vers les zones de basse pression. Voilà, et vous allez, le groupe qui aura à faire ça va expliquer quels sont les instruments qui sont utilisés, comment ces phénomènes-là passent, parce que vous voyez, le matin comme ça, le temps est calme. Le temps est calme, mais à un moment donné, quand on commence à chauffer avec les rayons du soleil autour de midi, après-midi, il va y avoir des zones de haute pression et des zones de basse pression. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui seront chauffées, il va y avoir une évaporation, c'est-à-dire l'air, quand il est chaud, il devient plus léger et donc il s'élève. Donc il va créer une zone de basse pression et après, quand il s'élève aussi, il se refroidit. Il se refroidit, il va créer une zone de haute pression. Vous voyez la mer sur l'océan,
il va se réchauffer beaucoup moins vite que sur les zones qui sont sur les sols nus ou bien sur des zones qui ne sont pas occupées par l'eau. C'est-à-dire que si vous avez l'océan d'un côté et puis vous avez une zone qui est habitée, là ou bien une zone qui n'est pas habitée, mais c'est la forêt ou je ne sais quoi, cette zone-là va se réchauffer beaucoup plus rapidement que l'océan. Donc après, les zones qui sont beaucoup plus chaudes, l'air va se lever, va créer une zone de basse pression, alors que là-bas, faible basse pression, il va se créer une basse, qu'on appelle simplement une basse pression au niveau de cette zone-là. Et puis, l'océan il se réchauffe beaucoup moins vite que la zone environnante, là. Il y a une zone de haute pression là-bas. Donc, vous allez avoir des mouvements d'air de ces zones de haute pression vers les basses pressions. Donc, vous allez avoir des vents qui vont circuler de la mer vers la terre, etc. Donc, ça sera un sujet que je vais vous donner. Donc, cette partie-là, je vais sauter ça. Alors, quand on vous donne un travail à faire, quand on vous donne un travail à faire, il faut le faire bien. Bon, ça là, je ne peux pas parler de ça parce que j'enregistre un peu. Alors, donc je disais que pour mesurer la presse, ça, vous allez définir ça vous allez en parler dans l'exposé. Alors, le pluviomètre, c'est un instrument très très important qui est utilisé par les météores. On dit que ça a été, c'est en 1441 que ça a été inventé en Corée. Alors, le pluviomètre, il mesure ce qu'on installe. Il mesure la hauteur d'eau, c'est-à-dire c'est quelle est la quantité d'eau qui tombe sur une surface de 1 mètre carré. Donc, 1 millimètre, quand on mesure 1 millimètre d'eau, c'est l'équivalent de 1 litre d'eau sur 1 mètre carré. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on dit il est tombé 1 millimètre, en traduction, ça veut dire qu'il est tombé 1 litre d'eau sur une surface de 1 mètre carré. Donc, si on mesure 5 mm, ça veut dire qu'il y a eu 5 litres. 5 litres. Voilà. 5 litres d'eau par mètre carré. Par mètre carré. Par mètre carré. Voilà. OK. Donc, un instrument important, c'est le but. Mais bon, vous voyez, il y a eu un projet ici qui s'appelait EPSAT. EPSAT, c'est l'estimation de pluie par satellite. Ça s'est passé sur tout le Sahel. Parce que dans les années 80 jusqu'à 90, les années 70 même jusqu'à 90, il y a une sécheresse terrible, surtout les années 80 au Sahel. Ça a été terrible. Alors, ce qui conditionne la pluie, ce qui conditionne la pluie au Sahel, c'est la mousson, c'est de la mousson. Donc, on pensait que avec les satellites, on pouvait mesurer, on pouvait estimer la pluie. À ce moment-là, on avait les satellites Météosat. Et pour faire c'est-à-dire qu'à partir des nuages, on voulait estimer les précipitations. Alors, si on voit un phénomène nuageux, puisqu'avec Météosat 5e génération, il fournissait une image toutes les 30 minutes. Dans l'infrarouge, dans le visible, et puis il y avait un canal vapeur d'eau. Donc, nous, on avait une station ici, hein, on avait une station Météosat ici,
dans le cadre de ce projet EPSAT. Donc, on se dit, une fois qu'on arrive à caractériser la température du nuage, puisqu'il donne la température du nuage, on va voir si ce nuage il est précipitant ou pas. Mais le satellite, ce qu'il voit, il peut voir les nuages qui sont au-dessus, mais celui qui va précipiter, c'est peut-être le nuage qui est en dessous. Donc, les valeurs qu'il va donner, vous allez voir un nuage, il va dire que ça ne précipite pas, alors que c'est le nuage qui est en dessous, que le satellite ne voit pas, qui va précipiter. Ça fait que il y a eu pas mal d'erreurs au niveau de l'estimation des pluies par satellite. Voilà. Donc, dans ce projet-là, il y avait le kilomètre carré de Niamey, c'est-à-dire sur 1 kilomètre carré, on a installé des pluviomètres. Et puis, on essayait de voir avec les nuages au-dessus de ce kilomètre carré-là, si ce qu'on mesure avec les pluviomètres correspondait à ce qu'on avait estimé. Et c'est là on a compris que ce n'est pas fiable. Et donc, il fallait plutôt utiliser des radars. Des radars pour pouvoir faire ces estimations. Et puis, actuellement, dans nos laboratoires, il y a une équipe qui s'occupe de la physique des nuages et c'est leur domaine. Donc, quelque part là-bas, ce que tu as dit, il y a d'autres instruments maintenant qu'on utilise pour pouvoir faire estimer la pluie à satellite. D'ailleurs, c'est grâce à ça, on a pas mal de données. On a pas mal de données de précipitations et c'est assez intéressant. Justement, c'est ce satellite-là qui est une collaboration entre les Américains et les Japonais. C'est le Tropical Rainfall Measuring Mission. Et c'est ce qu'on utilise couramment pour pouvoir estimer, pouvoir avoir les données de pluie. Donc, c'est l'objectif de cette mission-là, spatiale, c'est d'étudier les précipitations tropicales et subtropicales qui représentent les 2/3, en fait. C'est-à-dire que les 2/3 des précipitations, on l'observe que dans cette zone. Donc, ce satellite, voilà, il a été lancé en 1997. Voilà ces caractéristiques qui sont là. Et en général, quand on veut avoir des données de pluviométrie sur une zone, très souvent, c'est ça qu'on utilise. Parce que les pluviomètres qu'on a, même à Abidjan ici, même à Abidjan, il peut pleuvoir à Cocody, il ne pleut pas à Bobo. Vous voyez, il peut pleuvoir, ça peut être des pluies localisées. C'est-à-dire, actuellement, saison sèche, mais il y a des périodes où c'est pas pendant la saison des pluies, en général, toute la grande zone est arrosée. Mais il y a des périodes dans l'année où les pluies sont très localisées. Et une fois, il pleut à Bobo, il ne pleut pas à Port-Boué, ou il pleut à Benjerville, il ne pleut pas à Makori, etc., etc. Donc, si vous disposez de pluviomètres, si vous n'avez pas assez de pluviomètres, si votre pluviomètre malheureusement à Makori où il ne pleut pas souvent, vous allez avoir une mauvaise estimation de la pluie à Abidjan. Si vous avez aussi cette station-là à Bobo, ce que vous donnez là, ça ne représente pas ce qui tombe à Abidjan, toute la ville. Donc, il y a des collègues sur un projet là où ils ont installé pas mal de stations de mesures pluviométriques dans la ville d'Abidjan. Si bien à Yopougon, à Makori, à Cocody, il y a une dizaine de stations comme ça. Les mesures pour voir aussi les écarts qu'on peut avoir. Oui. Alors, la mesure du vent, la direction, c'est la girouette, et la vitesse avec un anémomètre. Parce que pour caractériser le vent, il faut la direction, puis
aussi l'intensité. C'est un paramètre très important pour la navigation. Il y a tous les aéroports, d'ailleurs, il y a les stations de mesure du vent. Et le vent au sol, le vent même vent dans l'atmosphère, c'est important. Maintenant, les avions ont des stations météo même embarquées et qui permettent de voir, analyser et de comprendre tout cela. Il faut des prévisions. De toute façon, avant le décollage, l'équipage a les données sur les prévisions, ça va partir, mais pendant tout le vol, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, mais ils ont la possibilité de faire des mises à jour sur ça. Alors, donc, je vous parlais de pression atmosphérique et tout ça. Pour le vent, ça va faire l'objet d'un sujet très intéressant pour analyser le vent. Donc, je saute ça. Alors aussi, il y a la mesure de l'ensoleillement. L'ensoleillement, il y a un héliographe qui sert à mesurer cela, pour voir aussi si le temps est couvert, si le temps est à moitié couvert, etc. Ce sont des données importantes qui sont utilisées en météo. Un des instruments les plus utilisés aussi, c'est les ballons sondes. Tout dernièrement, d'ailleurs, il y a eu des ballons sondes, je ne sais pas d'où ça vient, ça vient de Chine ou pas, que les Américains sont détruits. Bon. On fait des radiosondages. Ces radiosondages-là, le ballon met de l'hélium, comme c'est plus léger que l'air, donc il monte en altitude, et puis il transmet les données au fil du temps, il transmet les données, mesure la vitesse du vent, de l'humidité, la température, il transmet ça au sol. Puis après, il éclate, bon, il disparaît. Mais on récupère les données via transmission directe. Il fournit les données. Donc, il y a aussi les radars météo. Donc, avec les ballons sondes, on a aussi la surface couverte, les faibles. Donc, on utilise des radars météorologiques aussi pour avoir balayé des grands espaces. Alors, les satellites météorologiques. Les satellites météorologiques, ce sont des satellites qui sont, en général, enfin, ils sont sur les orbites géostationnaires. Ils sont sur les orbites géostationnaires et qui observent partie de la Terre, un peu. Le satellite en orbite géostationnaire voit près de la moitié de la Terre. Donc, il voit près de la moitié de la Terre de manière permanente. C'est-à-dire qu'il surveille. Bon, c'est un tiers. Si vous avez 3 satellites géostationnaires ça, placés dans l'orbite équatoriale, vous avez fait des cours de télédétection, hein, master, sont en orbite équatoriale, ils observent moins un tiers de la Terre et tournent à la même vitesse que la Terre. Donc, ils voient cette partie-là de manière permanente. Donc, ils surveillent toute la dynamique de l'atmosphère et cette zone-là de manière quasi permanente. D'ailleurs, satellites, télécommunications, etc., sont sur des orbites géostationnaires aussi. Bon, je pense qu'il faut que j'arrête là. Stop.